c'est bon. On y va. C'est quelle caméra? C'est celle-là. Allez, Nchango à tous. Vous êtes sur Gestor Media. L'émission, c'est le Gestor Show. Et c'est un plaisir pour moi d'être encore avec vous aujourd'hui. Et Sono bien, c'est mon nom. Je ne suis pas tout seul puisque on a des invités. Enfin, je vais d'abord commencer par présenter celle qui est juste à côté de moi. Elle pétille comme un verre de champagne, voilà, avec des bulles qui remontent à la surface. C'est la First Lady. Ladies and gentlemen, make some noise for Carmi. Hello. Voilà, c'est ça. Je vais présenter nos invités plus tard, mais vous êtes sur le Gestor Show, comme je disais. Ici, on parle pop culture, musique, sport, politique, religion même. Et aujourd'hui, on va parler politique. En tout cas, l'émission aura une forte coloration politique, puisque sur ce plateau, on reçoit deux éminentes personnalités, en la personne de, d'abord, Monsieur Lionel Beng, rédacteur en chef adjoint chez Gabon Media Time. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui, s'il vous plaît? Bah oui, il est tout beau, vous voyez, et voilà, il y a un joli... Les habits de la sortie. Ah, les habits de la sortie. Bah ouais, parce qu'il a vécu une mésaventure et on va en parler tout à l'heure. Juste à côté de Carmi, c'est quelqu'un que vous avez certainement, enfin, si vous observez beaucoup, on va dire quoi, l'actualité politique du pays, c'est certainement quelqu'un que vous avez vu sur plusieurs plateaux de télévision. Pardon, c'est Maître Nzigou qui est membre actif de la plateforme Réagir et c'est vraiment quelqu'un de droit. Appel à agir. Voilà, appel à agir. Réagir. Réagir, c'est une C'est un toute parti politique Ah, c'est un place. qui n'est pas le mien. Appel à agir, c'est quoi le... Appel à agir, c'est une plateforme qui regroupe des politiques et membres de la société civile qui avait demandé l'examen d'Ali Bongo à l'époque de son AVC, qui avait appelé les gens justement à agir pour savoir qui dirigeait le Gabon. Et je pense qu'à cette époque-là, nous, on s'était déjà rendu compte. On n'avait pas la cécité intellectuelle et mentale que beaucoup ont aujourd'hui. On s'était rendu compte à l'époque déjà que Ali Bongo n'était plus en capacité de gérer ce pays. Est-ce que cette question-là, on ne peut plus essentielle, n'est pas aussi l'origine de la chute finalement du régime? Puisqu'on ne savait plus exactement qui était le chef du bateau Gabon. Ce que vous dites est vrai. Les germes du départ d'Ali Bongo partent de l'appel à agir. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on était les seuls, enfin les seuls. GMT nous a suivi dans la démarche. Il portait nos voix, mais on était les seuls à tirer la sonnette d'alarme. Quand je vois qu'aujourd'hui, des gens de la majorité comme du PDG peuvent dire « Ah oui, nous sommes libérés », oui, Ali Bongo n'était plus au pouvoir, oui, on n'arrivait plus à le voir, je me dis ces gens sont des fous. Oh, vous êtes un peu dur, non, maître. Peut-être pas fou, vous avez raison. Pas fou, c'est peu dire. Oula. Ils ont une maladie psychiatrique. Ils ont une maladie psychiatrique que seul un bon psychiatre peut déterminer. Moi, je dis fou parce que c'est le bas niveau. Bon. Vous ne pouvez pas pendant longtemps acclamer quelqu'un. Et lorsque le bon sens veut qu'on le mette de côté, venir dire « Ah oui, on est enfin heureux. Vous avez bien fait de le faire. » Je vous dis, ce qui se passe dans ce pays est très grave. Il est grave qu'on l'admette aujourd'hui aussi. Il est grave qu'on admette que ces gens-là qui se sont tués, qui ont accompagné la forfaiture pendant des années, soient aujourd'hui considérés comme des gens qui sont victimes du système, comme nous l'avons été, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ont été victimes et qui se taisent. Bien sûr, bien sûr. Et justement, en parlant de victimes du système, ça tombe bien qu'on reçoive Monsieur Lionel Beng, qui est rédacteur en chef adjoint chez Gabon Media Time et qui justement a vécu quelque chose qui a été beaucoup relayé par les médias, par les confrères, mais même aussi par des comptes privés, parce que Lionel Beng, ce n'est pas seulement un journaliste, c'est un frère, c'est quelqu'un qu'on côtoie dans la vie de tous les jours, et justement, il a été victime d'une injustice, pas que lui, déjà avec certains de ses collègues. Est-ce que tu peux revenir justement sur ce qui s'est passé récemment? Bon, je vais dire que tout part du mardi. Mardi, en rentrant au bureau, on me dit que j'ai été convoqué par la DGA, parce que je n'étais pas là. Ils sont passés derrière 4 agents de la DGA, déposer des convocations à l'endroit du directeur de publication, donc Harold Leka, à l'endroit de Lionel Beng, rédacteur en chef adjoint et auteur de l'article qui fait polémique. Voilà, qui ne veut pas dire querelle, parce qu'en vérité, il n'y a pas de querelle à avoir lorsqu'on se questionne sur une procédure qui répond à une procédure
légale. Bien sûr. Puis, il y a une jeune fille qui est convoquée pour avoir posé la voix. Et il y a un autre qui est simplement monteur d'une vidéo qui est aussi convoqué. Donc, alors, en substance, enfin, pour ne pas te couper, c'est quoi la pomme de discorde dans cette vidéo? il nous est reproché d'avoir travaillé, d'avoir fait du journalisme, d'avoir regardé une vidéo, d'avoir su tirer dans cette vidéo qui est diffusée dans toutes les chaînes, d'avoir su regarder l'angle. Parce que chez nous, en journaliste, c'est ce qu'on dit, les faits sont fidèles, les commentaires sont libres. Il y a aussi la perception qui veut que l'angle que tu choisis, tu es libre de créer ton angle. D'ailleurs, même le code de la communication prévoit même que le journaliste n'est pas obligé de donner ses sources jusqu'à ce qu'il soit contraint devant la loi. Donc, nous, on avait une vidéo qu'on a exploitée, et même dans le reportage vidéo qui a été fait, on a repris la partie où la personne qui aujourd'hui, on nous dit que ce n'est pas le procureur, et pourtant dans la même vidéo, au départ, on nous dit que le procureur n'était pas sur place. On fournit la vidéo qui montre que le procureur est sur place avec un gilet noir. Après, on nous dit finalement, ce n'est pas lui qui parle, c'est un capitaine qui parle devant lui, qui donne donc des injonctions, alors que c'est lui qui mène la procédure. Mais monsieur Lionel Mbeng, juste pour préciser, on parle de quelle vidéo, quels étaient les faits sur la vidéo? Il s'agit de la vidéo filmée, on ne sait pas par qui, parce que pour l'instant on n'a pas dit quel auteur de la vidéo, mais qui nous a été rendue publique sur la toile sur les réseaux. Le 1er août, donc le 30 et le 1er, où c'était la perquisition au domicile de Monsieur Yann Ghislain Ngoulou. D'accord. Par le procureur de la République, André Patrick Ropona, et ses préposés. Ok. Et dans cette vidéo, quel est l'angle que vous avez tiré qui a justement fait discorde? Dans la vidéo, il y a une partie de la vidéo où une voix, je tiens à dire une voix parce que dans l'article c'est que conditionnel, qui ressemble fortement à celle du procureur. En tout cas, c'est ça que j'entends souvent. Voilà, c'est la même voix qu'on a des points de presse, qui dit, mais lorsque le proposé demande qu'est-ce qu'on fait de ce qui est sur la table, et la vidéo, à un moment, fait le focus sur la table, on voit des devises, parce que ce n'est pas des monnaies gabonaises, tout ce qui est hors du Gabon, c'est des devises, et une bouteille, une crème dessus. Donc, et la personne demande qu'est-ce qu'on fait de ce qui est sur la table. Il dit, mets ça dans l'enveloppe, tu vas aller compter ça au bureau. Okay. Et donc, nous appuyons sur l'article 106 du Code de procédure pénale, qui veut que les biens saisis soient immédiatement, le terme immédiatement, répertoriés et évalués sur place en présence de la personne mise en cause. Quand on dit qu'on déplace cette partie d'argent qui n'est pas computée sur place, quand on l'amène dans un bureau, c'est dans quel bureau? Chez qui on s'est posé les questions. Vous voyez l'article, c'est une interrogation. D'accord. Est-ce que tout ça remet donc en cause les chiffres qui ont été déclarés? Parce que... Oui, non, on parlait d'irrégularité. Et après, le deuxième sous-titre de notre article demandait quelle a été la destination des devises qui ont été saisies. On veut avoir des réponses. Aux États-Unis, lorsqu'un procureur pratique une saisie, à la fin, il fait un point de presse devant le lieu même où il fait la lumière sur ce qui était saisi, sur l'évaluation. S'il dit on évalue dans 2 jours, il dit dans 2 jours on évalue, on fera encore un autre point de presse. Parce qu'il faut... En fait, c'est l'opacité autour de ces informations-là qui conduisent les médias à se questionner. Et on se questionne au nom du peuple, parce que nous, on informe le peuple. Bien sûr. Est-ce que donc, du coup, vous dénoncez une espèce de vice de forme, voilà, de procédure? On n'a pas eu d'irrégularité. C'est ce que c'est l'article. On n'a jamais dit M. Ropona a volé l'argent. Le terme utilisé par les médias, que je ne vais pas citer parce que pour moi, il n'existe pas. D'ailleurs, Akadia, une dernière qui n'était pas à jour. Je ne vais pas citer leur nom, mais les médias ont des promoteurs bien connus qui étaient proches de l'ancien régime, il faut le dire. Ils ont titré que moi, Lionel Mbeng, j'ai écrit que le procureur aurait volé l'argent. Moi, je n'ai jamais écrit ça. D'accord. L'article est disponible et tout le monde peut le consulter. Ok, donc du coup, là, on a essayé de mettre un peu un cadre autour de ce qui s'est passé. Mais vous, qu'est-ce que vous avez vécu concrètement pendant cette période de détention? Avant la détention, avant la garde à vue, il faut le préciser, à DGA, Direction générale de recherche, notre avocat qui est présent sur le plateau avait déjà tiré la sonnette d'alarme la veille en disant qu'on ne peut pas saisir la DGA parce que ce que M. Ropona semble reprocher est un délit de presse. Le délit de presse c'est règle devant la HAC, qui est une autorité qui reconnaît la HAC. Même si on s'appuie sur les textes de qui disent que la Constitution de 91 et la charte, la HAC, c'est la nouvelle CNC. C'est l'ancienne CSC, voilà. Ce n'est qu'un changement de dénomination et quelques prérogatives qu'ils ont sinon, même en 91, on connaissait le Conseil national de la communication. C'est à eux de nous demander qu'est-ce qui est reproché dans l'article. Donc, nous, dès le départ, on savait qu'on n'avait
pas peur parce qu'on n'a pas peur d'écrire. On savait à l'avance, avec les conseils de nos avocats, qu'on allait, on devait se rendre. On s'est rendu à la DGR et sur place, ils ont agi, comme il disait, ils ont agi selon les instructions de leur patron. Ils ont dit patron, qui est le procureur, il nous a gradé. Moi, j'ai été auditionné pendant 6 heures de temps. Et à 18 heures, on m'a annoncé que, sur ordre du procureur, je suis mis en garde à vue avec 3 de mes collaborateurs, parce que nous, je suis collaborateur de mon directeur de publication, donc c'est mes collaborateurs et mes collègues. Ils sont mis en garde à vue dans des conditions que si on vous met là-bas, je pense que vous sortez de là-bas, vous avouez même votre vol, même si vous n'avez pas volé. Okay. Alors, Maître Nzigou, dans ce type de configuration-là, vers qui Lionel Meng, Gabon Mediatam, devrait se tourner pour se plaindre, puisque là, il s'agit quand même du procureur de la République? Déjà, il faut se plaindre, et nous allons le faire. Enfin, il faut se plaindre auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez qu'ils ont créé ce qu'ils appellent le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe qui est censé sanctionner les magistrats indélicats. Donc, nous allons, dès la semaine prochaine, déposer un recours devant le secrétariat permanent. Si ça aussi justifie qu'on soit encore en garde à vue, enfin, moi, malheureusement, je n'ai pas eu l'honneur d'être en garde à vue carrément. Avec mes clients, puisque oui, parce que ce qui s'est passé est grave. Il est grave qu'en raison de votre profession, de l'exercice de votre profession, vous vous retrouvez en détention. Il est grave qu'on vous prive de liberté parce que vous avez fait votre travail. Parce que lorsqu'on est journaliste, si on ne peut plus analyser, commenter, dénoncer, vous ne faites plus rien. Exact. Et que le procureur n'arrive pas à le comprendre, il ne sert à rien dans l'espace public national. Je veux dire une chose. Vraiment, je ne veux pas revenir sur les faits parce qu'il les a énoncés. Il s'agissait d'argent, de beaucoup d'argent. On ne peut pas m'expliquer qu'on arrive à compter 4 milliards sur place et qu'on soit incapable de compter les devises qui sont sur le bureau. Exact. Donc, est-ce que c'est cet élément mis en lumière qui suscite l'ire du procureur? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que si le procureur considère que c'est une diffamation, parce que la diffamation en droit, c'est l'atteinte portée à l'honneur et à la considération d'une personne. Mais pour mes clients, Reponat n'existe pas. Il s'agit bien de l'autorité qu'il représente, enfin qu'il incarne. Je pas mal de lui. Ouais. En revanche, pour des Gabonais, des citoyens, oui, le procureur de la République nous concerne parce qu'il est payé par nos impôts, parce qu'il porte une fonction publique. Et parce que ce qu'il fait ne concerne pas sa famille à lui, ça concerne notre pays, la République gabonaise. Et donc, il est normal que moi, en tant que citoyen, qui plus est en tant que journaliste, je m'interroge sur son incapacité à dire le droit. Il est normal que moi, en tant que citoyen, en plus si je suis journaliste, je me demande s'il est capable de faire respecter le code de procédure pénale. Comme il a dit, vous êtes sur place, que ce soit sa voix ou pas, j'ai envie de dire, s'il a un peu de responsabilité, ce qu'il a démontré. Oula. Il aurait pu dire, même si ce n'est pas ma voix, j'admets que c'est ma voix. Pourquoi? Parce qu'il est directeur de la police judiciaire. C'est lui qui dirige les procédures judiciaires. Dès qu'il est sur un théâtre pénal... De facto, c'est le chef, c'est le patron. Le chef. Même dans la vidéo, moi, il dit, je vais dire au général. Il n'y a pas de général dans le cadre de la procédure pénale. Il n'y a pas de général, pardon. À ce moment-là, même si c'est le général Oligui, pardon, il n'y a pas de général. Lorsque vous êtes sur une procédure pénale, c'est le directeur de la police judiciaire, c'est le procureur de la République, point barre. Son général, c'est la loi. Et qu'ils permettent aux gens de dénoncer toutes les aberrations qu'il y a eu lors de cette perquisition, je trouve ça lamentable. Il ne rend pas honneur à notre pays. Vous voyez, dans le code de procédure pénale, il est précisé que la procédure, l'enquête préliminaire est secrète. On n'aurait jamais dû voir cette vidéo. Là, ça ne l'offusque pas. Qui est-ce qu'on va mettre en garde à vue puisqu'on a vu cette vidéo? Parce que c'est pas une... Sauf si c'est une caméra cachée de GMT, vous aurez été puissant puisque... Oui, mais maître, est-ce que ce n'était pas aussi une forme de campagne de charme, on va dire, compte tenu de tous les événements? Oui, j'entends bien, vous savez... Là, je ne critique pas la vidéo parce que je suppose que c'est les militaires qui l'ont fait, vu que le procureur était en gilet pare-balles pour compter des sommes d'argent. Donc, du coup, ce n'était pas forcément très dangereux. C'était assez dangereux pour lui. Mais je veux dire une chose.
nous avons, depuis 2018, dépénalisé les délits de presse. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas une diffamation au sens du droit. Mais même si ça avait été une diffamation, puisque nous avons dépénalisé les délits de presse, c'est-à-dire que lorsque une infraction est faite par voie de presse, par un organe de presse, vous ne pouvez plus les envoyer devant une juridiction pénale. Un droit de réponse Elle suffit. peut être, enfin, elle aura une sanction, mais ce sera une sanction administrative. Il peut y avoir la suspension, il peut y avoir l'avertissement, il peut y avoir la mise en demeure, il peut y avoir, avec droit de l'obligation de droit de bien réponse. sûr. Ou le plaignant. Mais vous avez plusieurs sanctions qui sont prévues par le Code de la communication. Vous n'avez plus, quelle que soit l'hypothèse, la possibilité de passer devant un agent de police judiciaire. Vous n'avez plus, quelle que soit l'hypothèse, la possibilité d'être condamné à une peine privative de liberté. À partir de ce moment-là, dès qu'on sait ça, quand on est procureur de la République, comment on peut se permettre de traduire, de renvoyer des journalistes devant des officiers de police judiciaire? Comment c'est possible? Première chose. Deuxième chose, pardon, après je réponds à vos questions. Je suis tellement choqué par ce qui s'est passé. Deuxième chose, quand on a milité dans l'opposition pour des libertés, quand on s'est passé pour le chantre des libertés et des valeurs, et quand on devient ministre de la Justice, comment on peut dormir, sachant qu'il y a des journalistes qui sont arrêtés parce qu'ils ont fait leur travail? Comment c'est possible? Quand on a été candidat à l'élection présidentielle, et qu'on devient Premier ministre, alors qu'on a vanté beaucoup de principes, comment on peut admettre qu'il n'y ait pas de réaction 48 heures après lorsque le procureur de la République s'est comporté comme un délinquant? Comment c'est possible? Ce que cet événement-là, cet incident a démontré, c'est notre capacité soit à rester dans le même logiciel de malveillants publics, soit ceux qui ont décidé de passer à autre chose. Je voudrais vraiment ici rendre un hommage à Laurence Ndon, parce qu'au moins, par son action, elle a démontré que ce qu'elle défendait ailleurs, elle peut l'appliquer dans la maison. Bien sûr. Parce que beaucoup ont démontré que ceux qui défendaient ailleurs, c'est avoir leur place dans la maison, manger et se cacher sous le matelas. Parce que l'attitude du ministre de la Justice, elle est inadmissible. Oui, mais... Lorsque je l'ai appelé, parce que j'ai appelé le ministre de la Justice, je l'ai appelé au moins une dizaine de fois, il a estimé que je n'étais pas digne de répondre, de parler avec lui parce que ses oreilles d'or ne pouvaient pas entendre ce que j'avais d'horreur à dire. Il n'a pas décroché. Je lui ai laissé un message. Et même au message, il a estimé que ses yeux d'argent ne pouvaient pas les lire. Alors il n'a pas répondu à mon message. Pourtant, il y avait la barre qui montrait que c'était lu parce que c'est WhatsApp. Il n'a pas daigné répondre à mon appel. Il savait pourtant, puisque par d'autres canaux, nous avons pu faire passer le message. Il savait donc qu'il y avait des gens chez qui, j'espère qu'il n'aura plus jamais le courage de venir se prononcer, qui étaient gardés à vue de façon arbitraire. J'ai envie de dire que ce n'est pas un service qu'on demande. Si les journalistes de GMT commettent une infraction, ils tuent quelqu'un, c'est de droit commun, ils sont arrêtés, on peut dire, monsieur le ministre, s'il vous plaît, on se connaît quand même, est-ce qu'on peut juste ne pas aller en garde à vue? Oui, peut-être c'est une négociation. Mais quand vous savez que des gens n'ont pas la possibilité de se retrouver là, j'ai discuté avec des gens ce jour-là qui sont dans l'appareil de l'État, à qui j'expliquais que ces gens-là, même si c'était une infraction, ils ne peuvent pas se retrouver à la DGR. Leur place, c'est à la dépénalisation. Oui, justement. Leur place, c'est à la HAC, si tant est qu'il y a une infraction. Mais on vous dit, oui, mais on va voir ça demain. Il y a au moins 4 personnes que j'ai rencontrées, que j'ai eu au téléphone, qui ont eu le ministre. Eux, ils avaient la chance de parler avec une voix dorée, qui a dit non, je verrai ça demain. Il y a même une collaboratrice de GMT qui l'a eu aussi, à qui il a dit oui, je verrai ça demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis ministre de la Justice. J'ai dit une semaine avant, sur les centaines d'RFI, que je défends les libertés, les droits et libertés, je défends les droits de l'homme, et j'entends qu'il y a des gens qui sont arbitrairement gardés à vue, et je dis oui, au nom de la défense des libertés que je prône, je vais dormir tranquille, et puis ils peuvent rester privés de leur liberté. Je trouve ça inadmissible. Et je pense une chose, pour terminer, pardon. Bien sûr. Je pense une chose. Si le président de la transition a dû intervenir pour les sortir, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est le président qui a donné l'ordre de les sortir, s'il a dû intervenir pour qu'ils sortent, ça veut dire qu'il a considéré ce jour-là
qu'il n'a plus de ministre de la Justice, qu'il n'a plus de procureur de la République. Donc, il doit les virer. C'est ce qu'il mérite. Vous faites bien d'en parler et justement, ça me donne l'occasion de vous poser une dernière question avant de passer à la seconde partie de l'émission. Vous avez parlé de procédures, de plaintes, etc., justement, liées à cette affaire. Si vous remportez ce procès, que risque monsieur le procureur, par exemple, ou monsieur le ministre, puisque c'est de ces personnes-là dont il s'agit? Malheureusement, le ministre de la Justice, comme tous les ministres, il n'a qu'une responsabilité politique. Donc sa sanction, c'est le président qui doit la prendre. Et je vous dis, si je suis président de la République, on doit me réveiller à 23h pour que je libère des gens alors que le ministre est informé, le lendemain, je le vire, sans hésiter. Et comme c'est un militaire, j'espère qu'il prendra ses responsabilités. En revanche, pour le procureur de la République, c'est plus nuancé. C'est le conseil qui se réunit et le conseil décide de la sanction qu'il faut. Le conseil qui est, de mon point de vue, un peu clément, parce que ça fait quand même 2 mois peut-être que j'ai saisi le conseil sur l'attitude de Linda Bongo. J'ai saisi pour demander sa radiation. Et jusqu'à présent, aucun conseil ne sur une vidéo, l'intéressé avait déjà un peu anticipé. Oui, mais le conseil ne s'est pas encore réuni. Et j'espère qu'il ne prendra pas autant de temps pour... Voilà, l'intéressé avait déjà un tout petit peu anticipé, disant que bon, voilà, si d'aventure je suis gardé, j'espère que mes collègues prendront en main certains dossiers, etc. Ce ne sera pas difficile puisqu'elle ne sert à rien. Bon. On va peut-être passer à la deuxième partie. Ouais, je pense qu'on va passer à la seconde partie. C'est la punchline de fin. Non, mais je peux m'expliquer, mais bon, c'est pas le but de l'émission. Voilà. Vous savez une chose, moi, je dis la vérité. Je le dis souvent à mes amis, magistrats, avocats, il faut arrêter l'imposture. C'est notre pays. C'est-à-dire que nous sommes Gabonais, on a le droit de le protéger aussi contre l'imbécilité. Quand vous voyez des gens qui sont sur la place publique et qui sortent des sottises dans un domaine précis, et que les gens du domaine qui savent que ce sont des sottises se taisent, j'estime qu'ils sont complices de la bêtise. Bon, comme je ne veux pas être complice de la bêtise, j'estime que Linda Bongo, c'est une imposture. D'où vient en mode activé. Activé, frère. Et c'est sur ces mots va-t-en-guerre de Maître Ange Kevin Izigou. Pourtant, j'aime la paix. Qui veut la paix prépare la guerre. Voilà. Bon, allez, vous êtes sur le Gestor Show. On va marquer une pause et on se retrouve en deuxième partie pour parler d'un tout autre sujet, tout aussi intéressant. Bon, allez. Ok, bon allez, c'est cette caméra. Vous êtes encore sur le Gestor Show. On a comme invité Monsieur Lionel Mbeng de chez Gabon Media Time et Maître Ange Kevin Izigou. Et ensemble, on parle de l'actualité politique du Gabon. Et justement, en parlant d'actualité politique, il y a un peu plus d'1 mois maintenant, il y a eu ce que les Gabonais, dans leur majorité, ont applaudi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut qualifier ça de putsch? Oui, c'est un putsch. Donc, le putsch qui a donc évincé l'ancien pouvoir pour installer un nouveau, donc ce qui ouvre un certain nombre de perspectives par rapport à l'avenir du pays sur certains plans, sur le plan social, économique, politique, démocratique. Et justement, ça fait bien que vous soyez là, Maître Ange Kevin Izigou, parce que vous avez un certain regard, parce que vous êtes à la fois acteur de la société civile et juriste. Quelles pourraient être les perspectives du point de vue de la liberté, par exemple, puisque c'est de votre domaine? Oui, les perspectives de la liberté, et j'ai envie de revenir sur le sujet qu'on abordait avant, ont été démontrées à travers le cas de GMT. Vous avez des résistances antidémocratiques qui sont organisées par les forces du Noir, qui sont encore là dans l'administration. Et vous avez Dark Vador, bro. Oui, et vous avez une volonté manifeste des autorités du pays, c'est-à-dire du président de la transition et de certains de ses ministres, qui font qu'il y aura forcément une zone de turbulence. Bien sûr. Pendant un temps, mais il y aura une clarification, heureusement, du point de vue de la liberté, qui sera portée par le président. Parce que, par exemple, il avait dit, quand il a reçu la presse, que vous direz tout ce que vous voudrez, vous écrivez tout ce que vous voudrez, je vous protégerai. Il les a protégés, il a démontré qu'il est capable de le faire. Donc je pense que du point de vue des libertés, et c'est anachronique de le dire, c'est un militaire qui assume la liberté, et ce sont les civils
qui nous prive de liberté. Est-ce que ce n'est pas justement ce format-là qu'il faut craindre? Que un certain nombre de civils, d'acteurs de partis politiques demandent ardemment à ce que le pouvoir soit remis aux civils, quand on sait que l'état dans lequel le pays se trouve aujourd'hui est en partie à cause justement de ces hommes politiques-là, de certains civils qui justement ont installé tout ce qu'il y a comme dérive. Oui, mais parce que en fait, peut-être le temps de la transition nous permettra de voir qu'il y a des civils normaux. Nous sommes normaux autour de cette table, pardon. Qu'on ne nous mélange pas au diable qui existe en face de nous. Il y a des gens qui sont bien dans ce pays. Je vous le dis, je prends 2 figures d'exemple. Vous avez Paul-Marie Ngodjou, vous avez Laurence Non. Il y a quelques mois, les deux avaient le même discours de changement, discours idéaliste. Et vous les avez les deux sur le terrain. Vous avez quelqu'un qui s'est caché sous le lit et l'autre qui s'est levé pour dire pardon, il faut défendre nos libertés. Donc ça, c'est la preuve qu'il existe des bons civils comme il existe des mauvais militaires. Exact, bien sûr. Mais est-ce que, justement, est-ce qu'on ne faudrait pas laisser beaucoup plus de temps aux militaires, d'assainir un certain nombre de choses et puis remettre le pouvoir aux civils? Il ne faut pas aussi croire que les militaires sont plus brillants que les civils. Il faut dire qu'il y a des militaires qui sont là, qui ont fait un travail. Parce que le vrai travail, c'est que les Gabonais ne voulaient plus du système Bongo-PDG. Moi, je le dis, ils ne voulaient plus du système Bongo-PDG. Aujourd'hui, on a mis Bongo de côté, ce qui n'était pas très difficile, il n'arrivait même plus à se mouvoir lui-même. Maintenant, il y a le système qui fait un peu de résistance. Ce système, il faut le détruire. Quand vous avez encore, je l'ai dit ailleurs, vous avez les Ndongo, vous avez toutes ces personnes-là dont je ne retiens plus le nom d'ailleurs, et tant mieux, mais je vois encore leur visage, qui ont malmené notre pays, qui ont conduit les Gabonais à la misère. Parce que je dis souvent, aucun Gabonais ne mérite de souffrir, compte tenu des richesses que nous avons. Quand vous les avez encore autour du général Oligui, on se dit qu'il y a un danger qu'il faut tout de suite écarter. Oui, mais maître, il y a le président Oligui a un discours rassembleur. Est-ce que ce n'est pas aussi ça? Pardon. Là, il ne s'agit pas de faire un meeting. Vous ne rassemblez pas tout le monde de n'importe où et n'importe quoi parce que vous voulez faire un discours à tout le monde. Non. Là, il s'agit de travailler pour redresser le pays. Donc on ne rassemble que les valeurs. Eux, ils sont l'exemple du vice. Ils sont les représentants du vice. Donc les représentants du mal ne peuvent pas construire un pays. Ils ont démontré pendant des années qu'ils étaient incapables d'être au-dessus de la mêlée, de réunir leurs efforts pour participer au bien-être des Gabonais. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire autour d'Oligui? Maître, si je peux me permettre, est-ce que vous ne pensez pas que parmi ces gens-là, il y a peut-être des compétences qu'on a pu repêcher ou récupérer? Lesquelles? Parmi tous ceux qui étaient là, il n'y a aucun compétent. Un homme compétent n'accepte pas le désordre. N'accepte pas. Vous savez, moi, il y a des gens qui viennent me dire « Ah, mais vous pouvez faire ceci. » Je dis « Ah non, ça, je ne peux pas. » Quand vous êtes capable de vous plier en contrariété avec vos valeurs, vous n'êtes pas compétent. Avoir une formation, ce n'est pas ça être compétent. Vous n'êtes pas compétent. En revanche, je pense que dans le PDG, il y a des étourdis qui ont peut-être une bonne formation et qui peuvent démontrer quelque chose de positif, qui dans un cadre différent peuvent faire quelque chose. Bien sûr. Mais ceux dont je parle là, ce sont des gens qu'on a déjà mis à l'épreuve. Attendez, ils ont démontré leur incapacité à bien faire. Mais pourquoi on insiste avec eux? Ce n'est pas les seuls Gabonais. Prenons, y compris dans le PDG. Moi, je ne suis pas pour qu'on écarte les PDG parce qu'il y a des personnes qui étaient... Parce que déjà, quand on rentre au PDG, Bitoga l'a dit, vous devenez ma boule. Ouais. Alors, oui. Et donc, du coup, il y a des gens peut-être pour lesquels on peut faire un lavage de cerveau, ils vont travailler. Mais ne reprenons pas les mêmes visages. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas contre le fait qu'on puise dans le PDG. Mais dans le PDG, puisons, il paraît que c'est un parti de masse. Puisons ceux qui n'ont jamais été aux affaires, ceux qui n'ont jamais été en pratique dans les affaires. On va dire, ils reviennent du PDG, mais attendez, vous allez me prendre Jean-François Ndongo, qui a été ministre de l'Intérieur. Qui a mené le diable au Ali Bongo au Gabon. Ouais. Parce que c'est sous Jean-François Ndongo que la première tricherie électorale s'est déroulée. C'est sous Jean-François Ndongo. Bien sûr. Donc, du coup, c'est un mauvais signal que ce monsieur revienne et puis dise « Ah, il est président de l'Assemblée nationale de transition. » Mais qu'est-ce qu'on peut craindre, justement? On peut craindre qu'il muselle encore. Okay. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Parce qu'ils n'ont plus le pouvoir. Ils ne sont plus...
Ils ne sont plus à la... Enfin, les décisions ne Ils sont dépendent plus plus aux d'eux. affaires. Enfin, tu Non, vois. mais Je prends un exemple. Lui, il est en garde à vue. Voilà. Donc, ils sont encore au pouvoir. Il y a encore une gangrène. Voilà. Il y a encore des gens qui sont habités par le mauvais esprit d'Ali Bongo. Oh, Au pouvoir, maître. ils sont pas encore- Maître, vous pouvez vous Même dans rapprocher les- du même micro. dans les pratiques, même dans les pratiques, je veux dire que récemment, on a Geoffroy Fumula, qui est vice-président de l'Assemblée, qui a été constitué, Bien sûr. mais qui s'est opposé à la proposition de ce président-là, qui veut qu'on ajoute des personnes à l'Assemblée alors qu'on a une transition. Ce pas les gens élus. Il demande qu'on nomme encore plus de gens. Pour faire quoi? Mais toi, On va Parce les que payer. c'est dans les vices, c'est Mais c'est déjà ça, dans d'où- les d'où- us et coutumes d'où- du c'est- PDG. C'est comme ça Il faut qu'il nommer fonctionne, à c'est ce outrance, qu'ils nommer font. à outrance, mais on a une transition. En vérité, aujourd'hui, on entend le CND dire qu'on on devrait plus reconduire le Sénat, mais ce n'est pas que le Sénat, même le CND doit disparaître. Non, mais le CND, en fait, hein, vous connaissez les épouvantails. Le CND, c'est un épouvantail aujourd'hui. Il n'existe pas. Je vous dis Voilà. pourquoi il n'existe pas. Sur le plan juridique, Mhm. vous avez une charte qui Pouvez vous rapprocher du micro, maître? Ah, pardon, peut-être qu'il faut que je l'attrape même. hein. Voilà. Vous avez une charte qui a été mise en place. La charte constitue une constitution provisoire. Mhm. Et elle dit, pour qu'elle soit complète, elle renvoie à la constitution de 1991. Pardon, de la constitution de 1991 à la charte de 2023, il n'existe pas le CND. CND. Or, dans la charte, on reprend les institutions Ouais. de la transition, il n'y a pas le CND. Donc, en fait, le CND, si moi j'étais, heureusement que je ne suis pas au gouvernement, parce que si j'étais au ministère, qui paye? C'est le budget. Hein? Oui. J'allais couper ces financements du CND. Ouais. C'est une économie pour le Gabon. Il n'existe pas. Sur le plan juridique, Mhm. je ne sais pas comment on va faire pour les payer. D'ailleurs, même pour donner une idée, il faut qu'on écrive au ministre des Finances pour qu'il ne paye plus au CND. Les perdièmes, là, ils ne doivent plus les avoir. Ouais. Donc, du coup, quand ils veulent survivre, parce que si on veut tout faire de manière normale, on ne comprendra pas qu'il y a eu un coup d'État dans ce pays. Vous savez, un coup d'État, c'est quelque chose de grave. Mhm. C'est pourquoi je suis contre le fait que les Gabonais disent qu'il y a eu un coup de libération, un coup de ceci. C'est un coup d'État. Je ne dis pas qu'on le condamne, on en est fier, Bien sûr. on en est content. Mais on doit, en tant que citoyen, s'inquiéter lorsque la régulation des institutions ne peut plus se faire de manière ordinaire. Et c'est à cause de ces institutions-là qui existent, et c'est pourquoi je suis d'accord avec le fait qu'on les ait dissoutes, c'est à cause de ces institutions-là qui existent pour les intérêts des êtres humains, pour les intérêts d'un système maléfique que nous avons assisté à ce coup d'État. Et si nous continuons à faire prospérer ce genre de comportement, excusez-moi, l'armée sera ici pour des années et des années. Alors, quel pourrait être le rôle, par exemple, de la société civile pour ce qui est du contrepoids? Quel pourrait être le rôle de la société civile dans la configuration dans laquelle le Gabon se trouve aujourd'hui? C'est peut-être une bonne question. Mais pour vous. la société civile est une composante de la nation. Mhm. Elle a un pouvoir qui se limite aux avis. Parce qu'en vérité, ce qu'elle peut faire, c'est constater et puis faire des propositions. Mhm. Sauf que, et là, j'emboîte le pas à Maître Ange Kevin Zigou qui disait tout à l'heure que le problème du Gabonais, c'est le Gabonais. C'est celui qui décide de vendre sa compétence. Parce qu'au Gabon, on se limite aux présomptions de connaissances pour dire je suis compétent. Tu es dans la société civile, mais tu magouilles pour faire des déclarations, pour dire Oye Oligui, Oye Oligui. Non, on est dans une transition. La société civile, si elle veut être comptée parmi les forces vives de la nation, elle doit se limiter à faire des propositions objectives et garder son impartialité. Parce que lorsqu'elle va se fourvoyer, lorsqu'elle va se corrompre, elle ne sera plus société civile, elle sera un instrument manipulé. Et c'est ce qui a fait que le pays soit où on est là. On a des gens qui font des marches pour soutenir le PDG, pour soutenir tel, des gens qui ont quand même eu les t-shirts et qui tout sauf, alors que tout sauf c'est une injure à ta propre existence. Exact. Donc la société civile doit se limiter à faire des propositions, à observer, à dire voilà ce qu'on pourrait faire en calquant les modèles. Et en France, si on respecte la CGT, c'est parce que la CGT est restée droite dans ses bottes. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on a une plateforme sur laquelle justement on peut faire ce genre de propositions et ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet de la question serait de savoir, j'ai cru voir qu'il y avait justement une concertation. Exact. Voilà. Où tous les Gabonais, Appel Toute à, la quel société, que soit, appel voilà. à dialogue national. ouais, Voilà. exactement. Déjà, moi, je me plie. Chacun, on va prêcher sur sa paroisse, mais plutôt prendre les cas pratiques. Mhm. En droit, c'est le principe. On t'apprend la théorie, mais on apprend un point pratique pour que tu puisses expérimenter la chose. Qu'est-ce que la société civile a fait lorsque les journalistes étaient détenus? Est-ce qu'ils étaient au courant de cette Ah, détention? ils n'étaient pas au courant.
mais tous les Gabonais étaient au courant. RFI a fait un article qui sont pour au Gabon. Tout le monde, l'UPF a fait une sortie. J'ai eu l'ambassade des États-Unis avant et après. L'ambassade de Russie a appelé. L'ambassade de Chine a envoyé le message. Monsieur Émile, le message est là. La société civile gabonaise n'était pas au courant. Non, je peux réagir à ça. Il y en a, non, mais je veux dire société civile en général. Ah oui, En fait, puisque il y a maître... quelques-uns, Non, mais parce que moi, notamment je vais- Marc Naosangui, qui s'est mouillé depuis le départ. c'est- Eux, Donc- ils se mouillent toujours. En fait, moi, j'ai invité. La société civile, c'est les têtes et on connaît qui est vrai, qui est faux dans ça. Non, mais moi, je vais répondre à ça. Parce que puisque nous sommes dans plusieurs groupes WhatsApp, et j'ai laissé un message à un moment donné dans les différents groupes dans lesquels je suis pour dire que c'est grave ce qui se passe. Il est grave que les jeunesses de GMT soient arrêtés de façon arbitraire et qu'on ne réagisse pas, alors même qu'à l'époque d'Ali Bongo, on faisait pire. Et beaucoup m'ont répondu, je ne sais pas si c'était par lâcheté ou par ignorance, ils m'ont dit « Ah, on n'imaginait pas possible qu'il soit gardé à vue. » Donc beaucoup de gens ont pensé que c'était un fake. Parce que c'était pour beaucoup impensable Exact. que le procureur soit à ce niveau d'irresponsabilité d'action. Donc c'est peut-être ce qui a justifié. Ça, oui. C'est pourquoi j'avais sollicité que le lendemain, tous, on se retrouva devant la DGR. Alors justement, on parle de justice et moi j'ai un questionnement. On a parlé d'un certain nombre d'avoirs, de biens qui ont été saisis, etc. Et là, ça c'est vraiment, on va dire quoi, ça c'est même pas Une infime partie une de- c'est voilà, vraiment la partie visible de l'iceberg. Quelles pourraient être les démarches, pour vous qui êtes homme de droit, pour récupérer ces avoirs-là qui sont soit dans des paradis fiscaux ou on ne sait où. Ouais. Justement pour les redistribuer à... Et plus grand nombre. je vais juste rajouter à sa question par rapport au bien dit mal acquis sur le territoire français que les Français comptent justement arracher et utiliser pour leur bien-être à eux, Français. Qu'en est-il en fait? Est-ce que du coup ces biens appartiennent à l'État gabonais vu que ce sont des biens dits mal acquis parce que ça a été acheté avec l'argent du contribuable gabonais? Du coup, est-ce que ça appartient au Gabon ou ça appartient à la France? Sinon, quelle est la procédure justement pour récupérer ces biens-là? Là, j'ai trop de questions. Mais Allez-y. n'en veuillez pas aux Français de s'intéresser au bien-être de leurs compatriotes français. C'est Bien leur sûr. intérêt. C'est pas parce qu'on a eu des Gabonais irresponsables et incapables de Oh là là. s'intéresser au bien-être des Gabonais. Parce que c'est la dernière question, et parce qu'il faut rendre honneur aux femmes. Non, c'est une erreur d'appréciation aussi bien des élus de la gauche française que des journalistes qui en ont parlé. Ils se sont basés sur une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris. Les biens qui ont été autorisés à être restitués aux associations françaises sont des biens pour lesquels il y a une condamnation définitive. C'est-à-dire que l'expropriation de l'État congolais, de l'État équateur-guinéen, venait du fait qu'il y avait une condamnation définitive. En l'occurrence, pour ce qui concerne les biens mal acquis gabonais, nous sommes toujours en instruction. Il y a encore une juge d'instruction. Donc ces biens-là, leur sort ne peut pas être le même que ceux de la Guinée équatoriale. En revanche, ces articles ont le mérite de nous interpeller sur la responsabilité que nous devons avoir dans le traitement de ce dossier-là au niveau de Paris. Et là, c'est le mérite de dire au président de la transition, il faut d'abord, je le dis, parce que les gens croient toujours qu'on parle pour soi. Il faut d'abord prendre des vrais avocats, parce que ceux qui sont en charge de ce dossier pour l'instant, pardon, je n'ai rien à dire d'eux, mais il faut prendre des vrais avocats. Je vous dis pourquoi. Parce qu'à l'époque, ils sont constitués partie civile, à l'époque où Ali Bongo était président. Et s'ils n'ont pas été capables de dire à Ali Bongo qu'il n'est pas à la hauteur et que les éléments qui sont dans le dossier ne sont pas bons, c'est qu'ils ne peuvent pas dire la vérité sur la situation du dossier. Donc il nous faut prendre de nouveaux avocats. Pas moi, hein. Je dis encore pas moi. Si vous me voyez là-bas, dites-vous que on a changé mon cerveau. Parce que les gens pensent toujours que quand on décrit des choses, c'est parce qu'on envie la place, on envie la place de certains et on veut être à leur place. Ça, c'est pour ces biens-là. Il faudrait que donc l'instruction soit parce que quand vous êtes dans le dossier d'instruction, vous dirigez aussi le mouvement du dossier. Donc il faut qu'on y soit.
pas moi, il faut qu'ils y soient. Deuxième chose, il faudrait, dans le cadre des institutions qui sont menées aujourd'hui, il faudra nommer des vrais juges d'instruction. Des vrais juges d'instruction. Pas, il y a certains que je vois là, qui sont la spéciale, pardon, ils ne sont pas à la hauteur. Parce qu'ils n'ont pas la formation idéale pour mener des investigations financières. Le juge d'instruction, son rôle, ce n'est pas de s'asseoir dans son bureau pour dire « Oui, vous avez fait quoi? Vous étiez où hier ?» Hein? Avec ce ton-là, avec ce ton et cette posture-là. Peut-être même que je suis plus élégant dans le ton et dans la posture. Alors, leur dire que leur rôle, ce n'est pas de rester dans les bureaux. Il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils fassent des formations d'abord, parce que les investigations en matière financière, vous savez, c'est une haute délinquance. Et les gens qui la font, ils mettent des moyens. Bien sûr. Sans moyens, les juges ne peuvent rien faire. D'abord, il faut qu'ils aient des moyens intellectuels, qui pour beaucoup, c'est trop leur demander. Il faut qu'ils aient des moyens financiers. Par exemple, si vous soupçonnez qu'il y a des corruptions, qu'il y a des biens je sais pas, aux îles Maurice, il faut y aller. Voilà. Bien sûr. Que le juge se déplace. Les juges gabonais sont les seuls juges d'instruction qui restent dans leur bureau, qui ne sortent jamais de leur bureau. J'ai jamais vu ça. Jamais. Donc il faut qu'on change. Et j'espère que les autorités actuelles mettront les moyens en place parce qu'il y a des juges intelligents dans ce pays. Ils sont nombreux, mais ils sont bâillonnés. J'espère qu'on aura l'occasion de les mettre sur le terrain et de travailler pour trouver cet argent-là. Moi, ça m'amuse souvent quand les gens disent c'est la partie visible de l'expert. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'ils n'ont que ça. Peut-être qu'ils n'ont pris que ça. Mais effectivement, pour qu'on fasse vraiment des recherches, il faut vraiment... Je prends un exemple simple. Pardon, mes réponses sont trop longues. Je prends un exemple simple. Vous avez aujourd'hui des juges d'instruction spécialisés qui connaissent des questions précises, détournement, blanchiment. Donc, on a décidé de mettre une juridiction spéciale pour ces questions-là. Vous avez un procureur en principe spécialisé. En l'occurrence, ils ont fait un cumul de fonctions entre le procureur de Libreville et le procureur spécialisé. Mais vous n'avez pas des officiers de police judiciaire spécialisés. Voilà. Si, et je l'ai dit d'ailleurs ailleurs, si le même OPJ qui doit interroger GMT pour savoir pourquoi ils ont écrit tel article doit faire des recherches sur du blanchiment, il est embrouillé. Il faudra mettre une unité de police judiciaire spécialisée sur ces questions-là, puisqu'on a des juges spécialisés. Ces juges-là, elles sont encore spécialisées à rester dans leur bureau, mais le jour qu'on va leur faire comprendre que le travail a vraiment commencé, il faudra qu'elles sortent, il faudra qu'elles se recyclent, c'est nécessaire. Vous n'allez jamais rien trouver. Et je vous dis, je pratique un peu le travail d'avocat depuis près de 13 ans. Et donc, je peux vous dire que je n'ai jamais vu un juge d'instruction gabonais sortir de son bureau. Ah, ça? Sortir. Même quand aller sur le terrain, faire un travail de terrain. Même quand on dit qu'il y a eu un cadavre là-bas, et c'est ce qu'on appelle en droit le transport sur les lieux. Même se déplacer, tirer leurs pieds jusqu'à Chimichos, là, c'est difficile. Or, vous ne pouvez pas, quand vous rentrez dans une banque, vous avez vu à la télé française, les juges d'instruction qui ont été dans les... Vous n'allez jamais voir un juge d'instruction rester dans son bureau alors qu'elle est dans une procédure de détournement, une procédure de blanchiment, une procédure d'escroquerie à haute échelle. Vous avez vu quand les grandes affaires en Société Générale en France ont mené les juges d'instruction dans les bureaux, dans les locaux. Parce qu'il y a des choses que vous allez voir sur place, que vous allez ressentir. Et tant qu'on n'est pas arrivé là, on fait semblant. Et vous allez vous arrêter aux 4 milliards que vous avez gardés, vous n'aurez plus jamais rien. La centaine d'autres milliards restera toujours cachée. Très bien, donc il va falloir mettre des garde-fous, justement pour éviter que ce type de pratique ne se reproduise. Maître Zigou, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. On espère que ce n'est pas la dernière fois. Moi aussi, ça a été un plaisir. C'est la fin. Hein. Bah ouais. Puis, moi aussi, ça a été un plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que je suis fier, je trouve que vous avez du bon matériel. Vous n'êtes pas comme Média 241, qui avait des subventions assez importantes, et je peux vous dire à tour de centaines de millions, pour juste faire les atalakou d'Ali Bongo et de sa famille, de ses enfants, alors que vous êtes des Gabonais qui vous débrouillez, qui vous êtes cotisés. C'est pourquoi je demandais avant, vous êtes cotisés pour faire un truc bien. Je me sens à l'aise ici, c'est très bien.
Et au besoin, je reviendrai si vous m'invitez. Et nous, c'est nous officiel. ferons le plaisir de vous recevoir. Voilà, en plus, c'est Carmi qui le dit. Merci. Bah, voilà. En plus, si c'est une femme qui m'invite, Bah, je ne résiste pas. Moi, dans Lionel Mba, Non, bah, merci. Hein. c'est la maison. Je suis dans le même sens que Ange Kevin Zigou, maître. Et c'est la maison, mais c'est aussi une passerelle offerte aux personnes qui ont été aujourd'hui, qui sont victimes encore de résistance des anciens, des résistances anciens, des pélégistes au sein de la transition. C'est important qu'on ait des canaux. Aujourd'hui, ils viennent après, en vérité. Mais les premières heures, ce sont les mêmes personnes qui ont toujours été là avant, qui sont constantes, qui ont dénoncé et qui continuent à dénoncer. Même si d'ailleurs, on veut chercher à faire du profit, il faut savoir être professionnel et vous l'êtes. Merci. Comme disait notre avocat, on reviendra. Très bien. Fini. C'est sur ces mots bienveillants de Lionel Mbeng qu'on se retrouve pour la dernière partie de l'émission, justement, avec Solomoni pour le blog Afrovibe. On a parlé beaucoup de droit, on a parlé de politique, ouais, on a parlé de détention. Exactement, c'était pas rose en tout cas, mais là on va se détendre un tout petit peu en musique avec Solomoni pour le blog Afrovibe, bien sûr. Bon allez, c'était tellement chaud tout à l'heure. On a eu droit à un chapelet de punchline. Festival de punchline. Un véritable festival. C'est-à-dire que tu n'as pas encore digéré la punchline d'avant. Un feu que Maître Zigou t'en remet une en pleine face, quoi. C'était trop fort. J'ai failli m'étouffer tout. J'ai même envie de dire que heureusement qu'il n'est pas rappeur, sinon il éteindrait des carrières. Il devait être persona non grata. Ça devait être terrible. En tout cas, vous êtes sur le Gestor Show et là, c'est certainement ma partie préférée parce qu'on parle de son, on parle de musique. Et aujourd'hui, Solomoni va nous faire voyager dans quelle partie du globe? On reste au Gabon, même si on parle un peu de diaspora gabonaise. Je regarde ma caméra, elle est où? Elle est là. Ok, d'accord. Alors, j'ai deux informations pour vous. Bien. La première, c'est Iya Minko qui est à partir de cette année ambassadeur de l'initiative Grammy. C'est qui Yaminko, s'il te plaît? Un rappeur gabonais, enfin rappeur-chanteur gabonais qui évolue aux États-Unis. Et il fait partie. Ah oui, il faut aller découvrir. Hein. Il faut aller découvrir, justement. C'est l'occasion de découvrir. Il faut aller découvrir. Je fais un coucou à Willy Tribe. Il a un super morceau avec ADB. J'ai plus le titre en tête. Oula, j'ai plus le titre. Moi, je l'ai découvert avec Willy Tribe. Donc, un coucou à Willy Tribe. Ah ouais, le morceau Hideout avec ADB ou Deux Soleils, produit par Rick Beats, qui est une pépite. Allez écouter. Il faut aller écouter quand même. Je vais y aller. Il faut quand même parler de l'initiative Grammy U. En fait, c'est une initiative créée par la Record Academy et qui est exclusivement pour les jeunes de 19 à 28 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une plateforme qui offre des formations, du networking pour les jeunes, pour apprendre le music business et puis la production. En tout cas, c'est vraiment plein de choses qu'ils apprennent. Est-ce que lorsqu'on est Grammy U, savoir compte lors de décisions pour les personnes qui sont soit présélectionnées ou même mais c'est lauréats pas, dans les... Oui, mais ce n'est pas automatique. C'est un processus, en fait. Graduel, quand on rentre dans le programme Grammy Ambassadeur, c'est un processus. Mais oui, à un moment donné, leur voix compte. OK. Alors, c'est quoi les prérogatives du Grammy U? C'est juste qu'il faut candidater. On va sur la plateforme et il faut remplir certains critères que je vous invite à aller découvrir parce qu'il faut être curieux, il faut aller chercher. On ne va pas tout vous donner sur un plateau d'or. La vie est comme ça. Allez-y chercher. Voilà. Yeah, bro. Et maintenant, la deuxième information à avoir, c'est que vas-y, continue, la plus malienne des Gabonaises, la plus gabonaise des Maliennes, Pamela Badjogo, vient de faire sortir le complet de ses remixes, tous les remixes qu'elle a fait sortir durant les remixes de l'album Kaba. Voilà, les remixes de l'album Kaba. Elle a compilé ça dans un album qui est sorti là, qui est déjà disponible. Remix album. Ça c'est un truc très hip-hop, ça. C'est les rappeurs qui ont ce côté-là, quoi. C'est une recette que P. Diddy a surexploité même début. Et d'ailleurs, elle a clôturé officiellement l'exploitation de l'album Kaba avec ça. Et donc c'est terminé. Ce remix là, c'est pour dire merci, c'est pour dire au revoir. Il faut aller sur ses réseaux. Elle a d'ailleurs posté une vidéo à propos de ça. Et j'aime particulièrement une chanson dessus, c'est le remix de Molou Mamé avec la chanteuse malienne Black Adé et c'est remixé par Élisée Sangaré.
bassiste, mais qui s'est aussi mis à la production et c'est vraiment super. Le Talking Drums malien qui est dedans là, c'est exceptionnel. Allez-y, écoutez ça. Talking Drums. What the hell is it? Comment on dit? La percussion qui parle. Ah! Oui. Comment ça? Il faut aller en Afrique de l'Ouest. Ok, je vais aller diguer. C'est le but quand je viens ici, c'est pour aller vous voir, faire voyager. Parce que lorsque tu me parles de drums, justement, puisqu'on parle de Pamela, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'elle a fait, lors, je pense que le festival jazz à Bamako, il me semble, elle a partagé sa scène avec le légendaire Tony Allen, qui était... co-créateur de l'afrobeat avec Fela Kuti. Et ça, c'est énorme. Je pense que cette prestation, ce show est encore disponible sur YouTube. Donc, vous pourrez aller regarder. Et si vous ne savez pas qui est Tony Allen, allez écouter tous les morceaux de Fela. La plupart des morceaux de Fela, surtout sur les premiers 45 tours, c'est bien Tony Allen derrière. Parce que, après, ils ont eu une brouille et tout ça. Chacun, non, ça arrive toujours. Ouais, chacun allait de son côté. Alors, Solomoni, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle information. Très bien. Et Carmi, une fois de plus, puisqu'on est de véritables bourreaux, jolis cœurs, c'est toi qui es encore chargé de clore cette émission. Aujourd'hui, cette caméra est là et... you just gotta do pas de punch, pas de punch. Voilà, vraiment, il faut aller soft parce que c'était trop fort tout à l'heure avec Maître Ange Kevin. En effet, on a eu notre feu d'artifice de Touvion, notre florilège, c'était trop fort. C'était vraiment fort. Oh. Alors, vous étiez sur le J-Store Show avec... Il faut que tu présentes Solange à tout le peuple gabonais. C'est Solange. Tantine Solange. Soso. Voilà. Elle a un tutu. Elle s'appelle Solange. Elle a un tutu et des gros tétés. Oh Carmi. Et c'est la seule chose qu'on peut voir sur cette statue. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que Esson me demande de la présenter. Mais comme c'est son anniversaire, joyeux anniversaire Esson, je vais présenter Solange. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.